Merci, monsieur le ministre, d'avoir introduit le sujet. Je veux dire que cet après-midi, on a de la chance, puisqu'on commence notre table ronde quand même un tout petit peu avant l'heure à laquelle on aurait dû la terminer, ce qui va nous laisser de grandes perspectives au niveau du calendrier, et avec un orateur de moins, qui est en fait, du coup, une bonne nouvelle. Je me permettrai simplement, si vous voulez, d'introduire le thème qui est, si je peux le résumer, est-ce que des cadres juridiques multilatéraux ou internationaux peuvent aider à la solution de problèmes des eaux transfrontalières, et notamment dans des secteurs où les conflits, comme vous l'avez rappelé, existent et existent depuis longtemps. On ne risque pas d'avoir une guerre de l'eau, on l'a quasiment déjà eu dans cette région. Si vous permettez juste quelques mots d'introduction, je dirais que le cadre international peut-il s'appliquer si les pays riverains eux-mêmes ne sont pas tous d'accord pour le mettre en œuvre? C'est quand même une vraie bonne question, dans la mesure où l'eau est considérée, à tort ou à raison, par beaucoup de pays dans le monde comme une ressource nationale liée au territoire, même si nous sommes plusieurs, voire même de plus en plus nombreux, à pousser à l'idée que la solidarité à l'intérieur d'un même bassin est la clé de la résolution des problèmes auxquels nous avons à faire face, problèmes déjà existants de surconsommation, à la fois des eaux de surface, mais aussi, Bruno Nguyen l'a rappelé tout à l'heure, des eaux souterraines. Je crois qu'il ne faut surtout pas séparer les deux, mais bien envisager une gestion cohérente et globale, en tout cas coordonnée, de ces différentes ressources sur un même territoire, sachant que de surcroît, et en particulier dans cette région du monde, l'impact du changement climatique va compliquer encore une situation qui est d'ores et déjà à la limite de la rupture. L'impact du changement climatique, on a évoqué la COP21, la COP22, est un sujet important, mais comme vous le savez peut-être, il n'est pas évident d'introduire le thème de l'eau dans les différentes conférences, et notamment les conférences des parties, les COP, qui se tiennent, et où jusqu'à la COP21 de Paris, le thème de l'eau était totalement absent. C'est grâce à la diplomatie française qu'on a pu avoir une demi-journée sur l'eau à la COP de Paris, et à la diplomatie marocaine une journée entière, avec l'espoir que cette fois c'est fait, et qu'on n'aura plus à se battre pour qu'à la COP 23 et aux COP suivantes, le thème de l'eau soit normal, notamment dans le cadre de l'agenda global pour l'action pour le climat, puisque c'est comme ça que ça s'appelle désormais, qui vise à mettre en place des outils pour pouvoir s'adapter. Et le grand message des deux COP précédentes, c'est quand même de dire l'eau, c'est la première victime du changement climatique, il va bien falloir quand même s'en occuper, et on a un certain nombre de solutions pour permettre d'avancer, encore une fois, si tous les acteurs sur le terrain sont d'accord pour mettre en œuvre les mesures nécessaires. Peut-être faire la distinction entre le niveau étatique et le niveau local. Il se peut très bien, et on a des situations que l'on connaît bien, où les États ne se parlent pas officiellement, mais où finalement sur le terrain, ça marche plus ou moins, parce que les différents partenaires, quand ils sont confrontés à des difficultés locales, finissent par s'arranger, même en dépassant souvent la volonté parfois de leur gouvernement. Et puis, pour terminer, puisqu'on en a parlé récemment, sur la COP 22, nous avons mis l'accent, notamment pour la journée du 9 novembre qui était consacrée à l'eau, sur le problème des systèmes d'information. La coopération, qu'elle soit d'ailleurs nationale ou internationale, ne peut reposer que sur une vision claire de la problématique. Or, aujourd'hui, en matière d'eau, c'est vrai aussi dans d'autres domaines évidemment, on est au niveau de la préhistoire, c'est-à-dire que les systèmes de collecte de données, notamment de toutes les données nécessaires à une bonne gestion intégrée des ressources en eau, et éventuellement à leur échange entre partenaires d'un bassin, qui soit d'ailleurs national ou transfrontalier, ne sont pas aujourd'hui réunis. Nous sommes vraiment au début, et dans certains bassins, on a parlé à la COP22 du bassin du Congo, on a aujourd'hui 10
10 fois moins de stations hydrométéorologiques qu'à l'époque de la colonisation belge. Donc non seulement on ne progresse pas, mais en plus on régresse. Or, on ne peut pas gérer ce qu'on ne sait pas mesurer. Et il y a un effort considérable à faire, à la fois pour que chaque pays, puisque bien sûr c'est sur le terrain qu'on collecte les données, établisse son propre système d'information sur l'eau pour lui permettre de gérer chez lui sa ressource, puis ensuite puisse échanger les données avec les pays voisins pour mettre en place une politique globale à l'échelle du bassin transfrontalier, parce qu'on ne peut pas avoir de gestion cohérente des ressources en eau au niveau d'un bassin transfrontalier si cette gestion n'est pas elle-même déjà assurée au niveau de chacun des pays. C'est une évidence absolue. Ce n'est pas forcément l'évidence qui est la règle de la situation sur le terrain, mais c'est quand même par là qu'il va falloir commencer. Juste pour terminer, sans être trop long, vous dire aux deux COP, la 21 et la 22, à celle de Paris, nous avons mis en place, et Bruno est un des acteurs de cette mise en place, des alliances, parce qu'il faut qu'on mobilise les partenaires pour être plus efficaces. Une alliance des bassins qui s'appuie sur un pacte qui a été signé aujourd'hui par plus de 357 organisations à travers le monde, donc qui reconnaît un ensemble de principes, mais aussi une alliance des mégapoles, des grandes agglomérations, ça peut d'ailleurs valoir aussi pour des plus petites, qui est pilotée par l'UNESCO, mais aussi par nos amis du SIAP, par exemple, en région parisienne. Et puis une alliance du business, qui est pilotée à l'origine par Suez et des grandes entreprises multinationales, parce que les entreprises sont aussi des acteurs de terrain et sont impactées au niveau de leurs établissements par le changement climatique, plus une alliance sur la désalinisation ou le dessalement d'eau de mer, et que ces 4 alliances qui ont commencé à travailler, qui sont créées, qui ont commencé à travailler à la COP21 de Paris, se sont réunies à Marrakech pour signer une déclaration commune qu'elles devront travailler ensemble, parce qu'évidemment le bassin est le cadre en principe approprié pour la gestion de l'eau, mais dans le bassin, c'est aussi les partenaires de terrain, les collectivités locales, les entreprises, il faudrait y rajouter les agriculteurs et d'autres professions, qui sont les maîtres d'ouvrage, les maîtres d'œuvre de la réalisation des actions nécessaires pour atteindre les objectifs. Donc ces alliances vont commencer maintenant à travailler la main dans la main, de façon à permettre de proposer des projets dans un premier temps, puis ensuite des règles de bonne conduite, des exemples de bonnes pratiques pour les COP suivantes, et notamment la prochaine, la COP 23, qui devrait se tenir en Allemagne si les choses évoluent correctement. Voilà les quelques mots que je voulais vous donner en introduction, pour aussi recaler le sujet à la fois sur le plan international, mais aussi sur le plan de son interface avec le changement climatique, puisque tout le monde sait que la Méditerranée sera, et même d'ailleurs déjà, un des hotspots du changement climatique. Merci.